Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR, chaîne sur laquelle je vous invite à penser le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors vous le savez peut-être, je prône une approche narrative et cinématique de l'action et des combats en jeu de rôle. Une approche que je décris d'ailleurs en détail dans l'une de mes vidéos sur les combats dynamiques, je vous mets le lien en description. Cette approche implique de favoriser l'immersion en écartant les cartes tactiques, ou les battle maps en anglais, parce que je considère effectivement qu'elles déjà ralentissent le rythme, mais en plus sortent de l'immersion en imposant une vue d'avion, là où l'immersion se vit à travers les yeux du personnage. Alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui n'est pas d'argumenter ce constat, je l'ai fait de nombreuses fois, dont dans la vidéo que j'ai mentionnée précédemment. En revanche, plusieurs personnes m'ont demandé comment je compensais l'absence d'un référentiel visuel pour spatialiser l'action. En somme, comment je gère les positionnements de chacun des personnages sans créer de la confusion. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo avec un format simple, c'est-à-dire que je vais lister toute une série d'astuces que je vous préconise et qui pourront peut-être vous aider pour spatialiser l'action. C'est une sorte de petite boîte à outils qui vient en complément de ma vidéo sur les combats narratifs. La première astuce que je vous préconise, c'est de décrire ce que voient les personnages. Ça paraît complètement évident, mais ce que j'entends par là, c'est que vous ne devez pas chercher à compenser l'absence d'une battle map en décrivant une battle map. Il faut justement ne pas imiter ce que fait une battle map, il faut faire ce qu'elle n'est pas capable de faire. Ça veut dire que vous n'avez pas à tout décrire tout de suite, comme le ferait une battle map, sauf s'il y a le brouillard de guerre, bien sûr. Vous allez devoir décrire seulement ce que peuvent percevoir les personnages à un instant T, et plus précisément ce qu'ils sont capables d'intégrer. Et oui, si c'est une situation où il y a urgence, avec un danger immédiat, il est tout à fait normal pour que les personnages ne soient pas capables de tout appréhender, de tout apprécier en une seule fois. Ils vont détecter seulement les fondamentaux, ce qui vous permettra de faire évoluer vos descriptions au fil de l'action. Et on reviendra sur ces points précis dans quelques instants. Cette astuce vous aidera en plus à respecter l'astuce suivante, qui est « soyez minimaliste en matière de description spatiale ». Ne cherchez pas à trop en dire tout de suite, ou tout simplement à trop en dire en matière de spatialisation au sein de vos descriptions, parce que sinon, vous risquez plusieurs choses. D'abord, vous allez donner trop d'informations spatiales aux joueurs qui ne seront pas capables d'intégrer, et vous allez même créer de la confusion, ce qui est complètement l'objectif inverse d'une description spatiale. En plus, la description spatiale va prendre trop de place par rapport aux autres types de descriptions, comme par exemple la description des mouvements de chacun, l'ambiance, les odeurs, tout ce qui crée une esthétique. Or, en se départissant des battle maps, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On l'a dit tout à l'heure, à favoriser l'immersion. Donc si la description purement spatiale prend trop de place, vous allez finalement vous éloigner de l'immersion. Ce qu'on cherche à obtenir, ça serait vous tirer une balle dans le pied. Pour vous aider à respecter ce minimalisme, il y a une troisième astuce. Vous voyez, toutes les astuces se nourrissent elles-mêmes d'une certaine manière. Décrivez, avant toute chose, la nature d'un lieu plutôt que ses éléments précis. Le spécifique, ça ne donne pas une vision globale de la spatialisation d'un lieu. Si vous n'utilisez que du spécifique, vous allez devoir en utiliser beaucoup pour que les joueurs se fassent une idée de comment sont disposées les choses. Or, on l'a vu, on ne veut pas que la description spatiale prenne trop de place. Par conséquent, décrivez d'abord la nature d'un lieu, faites comprendre la nature du lieu aux joueurs, et en une seule phrase, nommez peut-être quelques petites choses qu'on pourrait y trouver, si vous voulez vraiment les aider. Parce qu'en comprenant la nature d'un lieu, les joueurs vont être capables eux-mêmes d'imaginer les éléments spécifiques qui pourraient composer ce lieu. Par exemple, si vous décrivez l'action qui se déroule dans un commissariat, composé de bureaux eux-mêmes séparés par des vitres, peut-être parce que vous avez envie de suggérer qu'en cas d'action, ils pourraient briser les vitres pour aller d'un bureau à un autre. Bon, mais ça suffit complètement déjà pour que les joueurs se fassent une idée du genre d'endroit dans lequel ils sont. Et ils vont pouvoir eux-mêmes dire « bah oui, je peux me cacher derrière un couloir, derrière un bureau, soulever une table et me cacher derrière la table, si le commissariat est attaqué par exemple ». Tout ça est logique, ils peuvent même trouver des armes de service dans les tiroirs, peut-être qu'il y a un extincteur, peut-être qu'il y a une armurerie, il y a des collègues à qui ils peuvent parler, parce que tout ça c'est logique qu'on le trouve dans un commissariat.
C'est donc le plus important, reposez-vous sur la nature globale d'un lieu plutôt que ses éléments spécifiques, en tout cas dans un premier temps. Pour autant, le spécifique a son importance, je ne le renie pas, au contraire, mais il faut l'utiliser de manière réfléchie, ce qui me mène à la prochaine astuce. Donner des éléments référence. Qu'est-ce que c'est des éléments de référence? Eh bien, ça va être des éléments tangibles de description qui vont peupler votre lieu global et servent de point de repère pour les joueurs, pour se positionner, et même plus intéressant encore, des éléments vers lesquels se diriger pour interagir avec eux. Ça va en plus créer du mouvement, on y reviendra. Alors, il ne s'agit pas d'en utiliser trop, parce que sinon on va créer de la confusion, on l'a vu tout à l'heure, mais quelques points de référence, quelques éléments de référentiel pour les joueurs sont très utiles. Je vous donne un exemple. Dans une scène d'action qui se passe dans une grande salle de bal, le fait qu'il y ait une étagère posée contre un mur n'a pas grande importance et c'est probablement un élément de description superflu, surtout si cette armoire, cette étagère n'a rien de particulier, parce qu'elle ne va pas susciter l'intérêt des joueurs, et comme c'est une grande salle de bal, elle n'a pas d'importance immédiate. En revanche, si l'action se passe dans une pièce plus exiguë, un salon par exemple, le fait de mentionner une étagère peut être utile, parce que ça va créer un référentiel autour duquel se positionner, parce que là ça devient important d'être positionné près de l'étagère quand on est dans une salle plus exiguë. Peut-être que ça va intéresser les joueurs qui vont vouloir utiliser l'étagère pour la renverser sur des ennemis, ou pour la renverser et se cacher derrière pour l'utiliser en guise de couvert, ou peut-être pour la pousser contre une entrée pour bloquer la porte, que sais-je. Ça devient un élément intéressant parce que la situation s'y prête, la salle est plus exiguë. Vous voyez, ça va créer un point d'intérêt. Autre exemple, dans une scène qui n'est pas de l'action, dans une scène de fouille par exemple, si vous décrivez une petite pièce que les joueurs peuvent fouiller, le fait de décrire un lit, une table de chevet et peut-être une étagère, ça va inviter les joueurs à aller fouiller ces différents éléments, à ouvrir l'étagère et à voir ce qu'il y a dedans. Ça va générer de l'intérêt, ça va créer de l'action, ça va créer du mouvement, et ça va permettre aux joueurs de prendre des décisions. Et vous savez que je trouve que c'est très important en jeu de rôle que de prendre des décisions. Ces éléments de référentiel dans l'espace vont aider les joueurs à prendre des décisions par rapport à ces éléments qui existent. Alors, ces éléments de référentiel peuvent être plusieurs choses. Ça peut être effectivement des objets inanimés, c'est les exemples que j'ai donnés, mais ça peut être très souvent des entrées ou des sorties de pièces, avec peut-être même parfois, quand on est dans dans un hôtel ou autre, une indication sur ce qu'est le passage. Ça va être d'autres endroits pour arriver à d'autres pièces. Ça aussi, ça va créer du mouvement, surtout quand il y a plusieurs passages possibles. Ça crée des référentiels intéressants à partir du moment où ces différents référentiels sont suffisamment éloignés les uns des autres, parce que sinon ils n'ont pas d'intérêt, le but étant de créer du mouvement et de décider justement où aller. Ça peut aussi être, ces référentiels, des situations, des mini-situations. Par exemple, une escarmouche par-ci entre personnages, un personnage par-là qui est en train de se retenir parce que sinon il va tomber dans le vide. Ce sont des points de référence bien tangibles par rapport auxquels les joueurs vont pouvoir se positionner ou réagir. Et ça, c'est tout de suite très intéressant et très utile. Ça a beaucoup moins d'intérêt de dire que deux personnages sont éloignés les uns des autres d'une vingtaine de mètres que de dire que l'un d'eux est près d'une étagère et qu'il se cache derrière, tandis que l'autre est en train de plonger dans la piscine. Je dis n'importe quoi, qui se situe une vingtaine de mètres plus loin. Ça, c'est plus pour la description. Ce qui compte, c'est près de quels référentiels sont-ils et que font-ils par rapport à ces référentiels. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour se repérer dans l'espace que des distances approximatives, ou même soi-disant précises. Ce qui me mène à la prochaine astuce concernant les distances. Décrivez toujours une distance, si vous devez le faire, par rapport à la situation qui rend cette distance importante. Déjà, vous ne décrivez une distance que quand cette distance, elle sert à quelque chose, et vous devez la décrire par rapport à ce qui la rend importante. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le fait que deux personnages, je disais tout à l'heure, soient éloignés l'un de l'autre d'une vingtaine de mètres. Pourquoi c'est important ? Peut-être que dans la situation, ça peut permettre à un joueur de savoir qu'il peut ou non aider un personnage qui est en difficulté.
est-ce qu'il est immédiatement disponible? Est-ce que je peux l'aider tout de suite? Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir se diriger vers l'endroit où il est, mais il est un peu loin? À côté de ça, il y a un autre personnage qui est en difficulté aussi parce que blessé, peut-être qu'il se vide de son sang, mais lui, il est tout prêt, il est immédiatement disponible. Que fais-tu, joueur? Que choisis-tu? Es-tu ce PNJ qui est en difficulté et qui est immédiatement disponible, ou prends-tu plus de temps pour te diriger vers le PJ qui lui est en difficulté? Vous voyez, là, 20 mètres, 10 mètres, peu importe, ce qui compte, c'est la situation, le choix auquel est confronté le joueur, et est-ce qu'il mettra du temps pour atteindre tel endroit ou est-ce qu'il est immédiatement disponible? C'est ça qui compte beaucoup plus que la distance elle-même. De la même manière, s'il y a un ennemi qui est sur un balcon, on s'en moque un peu qu'il soit à 30 mètres, à 32 mètres. Ce qui compte, c'est si le personnage joueur dit qu'il essaye de l'abattre en lui tirant dessus, c'est est-ce qu'il est à portée? Et si oui, est-ce qu'il a une portée qui rend facile le tir ou qui le rend difficile? Ajoutons à ça, est-ce que l'ennemi est à couvert ou ne l'est pas? Ça va déterminer un petit peu la difficulté du tir et ça va conditionner ou influencer la décision que devra prendre le joueur. La distance n'est importante que pour les conséquences qu'elle implique sur la capacité du joueur à prendre des décisions. C'est de cette manière qu'on doit envisager la spatialisation et plus précisément les distances. Ce qui me mène à un autre élément important. S'il y a beaucoup d'informations à donner parce qu'elles seront importantes à un moment ou à un autre, vous allez les distiller plutôt progressivement et de préférence dans l'action. Je l'ai dit, il ne faut pas tout décrire d'un coup, mais vous allez pouvoir ajouter de nouvelles informations spatiales, de nouveaux référentiels à mesure que l'action se déroule. Mais lorsque ça arrive, ne commencez pas par décrire de manière statique tous les éléments, tous les référentiels, et ensuite y insérer l'action. Non, vous pouvez faire tout ça en même temps. Je vous donne un exemple. Je vais essayer de m'adresser à vous comme si vous étiez le joueur. Tu fais reculer ton adversaire de quelques pas en arrière. Soudainement, il bifurque dans un passage que tu n'avais pas distingué. Tu remarques qu'un escalier en collimation est en train de grimper et lui-même l'a emprunté. Au même moment, des renforts ennemis arrivent par l'entrée principale sur ta gauche. Que fais-tu? Bon, c'était un peu patauge, j'en conviens, mais ce que je veux vous montrer par là, dans cette description très improvisée, totalement abstraite, c'est que le passage qui mène à l'escalier en collimation a été ajouté en même temps que je décrivais ce qui se passait dans l'action, à savoir que le joueur fait reculer l'ennemi. Et je crée une situation, un choix à faire en ajoutant ce nouvel élément. Il est intégré à une action, donc le joueur est plus capable de l'intégrer de son souvenir parce qu'il est lié à un choix et à quelque chose qui se passe. Et ça, c'est ce que je suggère, ajouter des éléments progressifs, et ça me mène à une autre astuce qui pour moi est extrêmement importante parce qu'elle gouverne d'une certaine manière toutes les autres. C'est plus une manière de penser, d'envisager la spatialisation, c'est spatialiser une situation plutôt qu'un lieu. Je vous donne plein d'exemples depuis tout à l'heure. Plus que des lieux, ce sont des situations. Et la spatialisation dans les descriptions n'entre en jeu que quand elle est importante par rapport à une situation, à un défi, à un choix auquel fait face un joueur ou plusieurs joueurs. Reprenons par exemple la situation du commissariat que j'ai décrit, un fait de couloirs de bureaux séparés par des vitres. Imaginez que le commissariat est attaqué par des terroristes. Vous n'avez pas besoin de solidifier en amont l'agencement de tous les couloirs, quel croisement, quel bureau ici et là, et de positionner chaque joueur dans ces couloirs. Ça ne sert à rien. En revanche, à un moment, si les joueurs se dirigent vers, je sais pas moi, ils disent qu'ils se dirigent vers l'armurerie. Très bien, vous dirigez vers l'armurerie. Soudain, vous remarquez sur la gauche dans un bureau, sur la gauche d'un couloir, il y a un terroriste qui est retranché et qui vous tire dessus avec une arme automatique. Sur la droite, vous voyez le capitaine, votre allié, qui se vide de son sang, qui est rentré dans un autre bureau. Il a renversé une table et il se cache derrière, mais il est gravement blessé. Et vous arrivez à ce croisement qui mène vers ce couloir que je viens de décrire. Que faites-vous? Encore une fois, là, je fais émerger des situations abstraites pour vous expliquer ça, mais le croisement, le fait qu'ils arrivent au bout d'un couloir et qu'ils arrivent à un croisement, n'intervient que parce qu'on crée une situation tandis qu'ils se dirigeaient vers un lieu précis, l'armurerie. La spatialisation intervient parce qu'on les met face à une situation dans laquelle ils vont devoir prendre des décisions.
Et ça, je pense que c'est le prisme à travers lequel vous devez voir la spatialisation lorsque vous jouez en théâtre de l'esprit. Il existe une exception, et ça va être ma dernière astuce, un petit peu en bonus de tout ça, c'est lorsque vos joueurs évoluent dans un lieu qui est constitué de plusieurs pièces et que leurs personnages sont censés bien connaître. Et plus précisément, lorsque de l'action peut émerger entre chacune des pièces. Et donc, la géographie du lieu a une importance. C'est seulement quelque chose à considérer quand la géographie des lieux va influencer les décisions. Là, comment on fait pour pas tout décrire en avance alors que les joueurs sont censés savoir connaître le lieu et le fréquentent tous les jours? Eh bien, en général, ils vont avoir une idée des lieux, des pièces qui existent. J'ai pas besoin de leur décrire la géographie. S'ils me disent justement « je me dirige vers mon bureau », eh bien, je vais leur décrire la géographie des lieux à mesure qu'ils se dirigent vers leur bureau. Exemple, très bien, tu t'engages dans le couloir, tu laisses la salle de bain immédiatement derrière toi et te diriges vers l'autre extrémité du couloir. Ce faisant, tu passes devant la bibliothèque sur ta droite et un peu plus loin, tu passes devant la cuisine sur ta gauche. Tu arrives à l'angle, tu bifurques à gauche et 3 mètres plus loin, tu rentres dans ton bureau. Peut-être qu'ils vont changer d'avis à ce moment-là et dire « Ah oui, non, je voudrais passer à la bibliothèque d'abord. » Pas de problème, on y va. Mais c'est alors même qu'ils ont déjà pris une décision qu'on leur décrit la progression vers un lieu et donc on en profite pour spatialiser les choses dans l'action. On ne fait pas les deux choses séparément. C'est quelque chose que j'ai mis en place récemment pour l'un de mes scénarios en huis clos, alors que je l'avais fait jouer très différemment avant, et ça a vraiment bien marché, donc je me permets de vous donner cette astuce un petit peu bonus. Ça ne marche pas dans toutes les situations, mais c'est quelque chose que vous pouvez garder dans votre besace. Voilà, en conclusion, ce que je dirais, c'est que la spatialisation en théâtre de l'esprit ne doit pas chercher à reproduire exactement ce dont on cherchait justement à se départir en écartant les battle maps. Il faut contenir les descriptions purement spatiales au minimum pour laisser leur place aux aspects esthétiques, atmosphériques des descriptions qui, eux, vont être au service de l'immersion justement, tout en s'appuyant sur un brossage rapide de la nature des lieux et de quelques points de référence spécifiques qui vont servir de base aux personnages joueurs pour se mouvoir dans l'espace et se positionner par rapport à ces éléments. La spatialisation à proprement parler ne doit intervenir que dans les limites de la situation qui nous intéresse à un instant donné. En somme, bien spatialiser, c'est avant tout savoir cibler le périmètre à décrire, ce qui est dicté par la narration. Et donc, la spatialisation est au service de la narration et pas l'inverse, ça doit vous dire quelque chose. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile, que ça vous aidera pour spatialiser les lieux en théâtre de l'esprit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, ça me fera grand plaisir. Et poursuivez la discussion en rejoignant le Discord, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!